Un être mystérieux nommé l'Observateur envoie sur Terre une sphère sans conscience. Elle devient d'abord pierre, puis mousse, avant de prendre la forme d'un loup mourant. Sous cette apparence, elle rencontre un jeune garçon vivant seul dans un village enneigé. Abandonné par ses habitants, parti chercher une terre plus clémente. Persuadé qu'il s'agit de son compagnon loup, le garçon l'accueille avec joie. Désireux de retrouver les siens, il quitte ensuite le village et traverse la toundra. Mais il ne découvre que des campements désertés. Affaibli par le froid et une blessure infectée, il rebrousse finalement chemin. De retour au village fiévreux et alité, il confie à l'animal son souhait de ne pas être oublié, puis s'éteint. L'entité reste auprès de lui, prend son apparence puis se met en marche. C'est le début pour lui d'une longue quête d'expérience et de découverte. Sous l'apparence du jeune garçon, l'entité, qui s'avère immortelle, poursuit son chemin dans une région verdoyante. Sans parole ni émotion, il marche, attiré par les sensations nouvelles. Dans un village non loin de là, Marche, une petite fille vive et joyeuse, rêve déjà de grandir, de devenir adulte et de fonder une famille. Mais son destin bascule brutalement. Son village l'a choisi comme sacrifice destiné à apaiser Ursiliath, un gigantesque ours vénéré comme une divinité. Malgré ses supplications et l'attachement de sa famille, Marche est emmenée par Ayacé, une prêtresse guerrière chargée de superviser le rituel. En chemin, la petite fille parvient à s'enfuir et croise l'entité immortelle, muette et maladroite, que Marche prend rapidement en affection. Intriguée par ce garçon étrange, elle le nourrit, lui apprend des gestes simples, puis à parler et à se comporter comme un humain. Elle lui donne même un nom, Im, tiré du mot immortel. Sous sa tutelle affectueuse, il commence ainsi à s'éveiller à l'humanité. Malheureusement pour elle, Ayacé finit par la retrouver. Au moment du rituel, Palona intervient pour tenter de la sauver. Originaire du même village qu'elle, elle a toujours veillé sur Marche comme une petite sœur. C'est là que l'énorme ours surgit et sème le chaos. Im s'interpose et révèle sa nature. Lacéré, déchiqueté à répétition, il se régénère aussitôt, exposant pour la première fois son immortalité. Après un combat brutal, Ursiliath est terrassé. Fasciné par Im, Ayacé comprend qu'il représente une arme unique, capable de survivre à tout et d'évoluer sans fin. Elle fait prisonnier Marche, Palona et Im, retenus dans une caravane aux côtés de Piolan, une vieille femme au caractère bien trempé. Enfermé ensuite en ville, le petit groupe finit par s'évader grâce à un plan habilement préparé. Mais la traque reprend aussitôt. Ayacé, déterminé, ne recule devant rien et revendique déjà la possession de Im. La fuite tourne au drame lorsqu'au cours d'une attaque, Marche s'interpose pour protéger Palona d'un projectile. Elle le reçoit à sa place et s'éteint, victime de sa blessure. Sa disparition bouleverse Im. Pour la première fois, il ressent la douleur de la perte et la rage le submerge. Il se jette alors sur les gardes et révèle sa véritable nature. La capacité de puiser dans la mémoire et les formes des êtres disparus pour se transformer et se défendre. Palona et Im parviennent finalement à s'enfuir, tandis que Ayacé, grièvement blessée, reste derrière agonisante. Après cette tragédie, Palona laisse Im poursuivre sa propre voie. Il finit par retrouver Piolan en chemin, qui devient pour lui une nouvelle guide. Contrairement à Marche qui jouait le rôle de maman, Piolan adopte une posture de mentor, lui enseignant la langue, la survie et les règles du monde. En compagnie de Piolan, Im poursuit son voyage, mais leur route est interrompue par l'apparition d'un frappeur, une créature amorphe capable de s'emparer de ses formes et d'entraver son immortalité. Le frappeur prend l'apparence du garçon et attaque directement Im, cherchant à lui voler ses souvenirs. Pour la première fois, il comprend que ces transformations ne sont pas seulement des corps interchangeables, mais qu'elles contiennent la mémoire et l'empreinte de ceux qu'il a connus. Perdre une forme, c'est perdre un souvenir. Protéger ses vies devient alors vital. Im finit par repousser la créature et en poursuivant leur route, ils atteignent un village. Ils sont recueillis par un vieil homme excentrique, un brasseur surnommé le Vieil Alambic. C'est dans sa demeure que Im fait la rencontre de Gougou, un jeune garçon au passé tragique qui deviendra son nouvel ami et frère de cœur. Avant leur rencontre, Gougou vivait auprès de son frère aîné. Mais trahi et abandonné par lui, son destin bascule le jour où il tente de sauver une jeune fille, Lynn, menacée par un tronc d'arbre sur le point de l'écraser. Dans l'accident, Gougou est gravement défiguré. Son visage est broyé et il ne peut plus montrer ses traits sans susciter l'effroi. Il est recueilli par le vieil alambic qui soigne ses blessures et lui offre un nouveau foyer. Mais il lui greffe aussi un réservoir à l'intérieur du corps, faisant de lui une curiosité vivante capable d'avaler et de recracher de l'alcool. Pour cacher son visage, Gougou porte un masque, devenant aux yeux du monde une monstruosité. De son côté, Lynn, la jeune fille qui l'a sauvée, réapparaît. Issue d'une famille aisée, elle rend parfois visite au vieil alambic pour chercher des remèdes. Sans savoir que c'est Gougou qui l'a sauvée, elle tisse avec Im et lui un lien amical, presque familial. Cette paix fragile est brisée par une nouvelle attaque de frappeurs. Gougou, malgré son corps fragile et son handicap, se jette dans la bataille aux côtés de Im. Ensemble, ils parviennent à repousser l'ennemi.
Plusieurs années se passent. Pour son prochain anniversaire, Lin invite Gugu et Im à la fête donnée dans la demeure luxueuse de sa famille. Mais l'événement tourne au drame lorsqu'un frappeur surgit à nouveau et attaque en plein milieu de la célébration. La créature provoque un chaos monstrueux, détruisant le domaine et mettant en danger tous les invités. Tandis que la demeure s'effondre, Gugu protège Lin de toutes ses forces. Il meurt finalement écrasé par le poids des décombres. La mort de Gugu est un nouveau tournant majeur pour Im. Il perd celui qui fut comme un frère et gagne une nouvelle forme imprégnée de son souvenir. Après cette nouvelle perte, Im reprend la route avec Piolan. Désireux d'embarquer sur un navire, ils rencontrent une adolescente, Tonali, qui leur propose un bateau. Ils acceptent, mais Im ignore qu'elle les manipule. Ce navire est en réalité une galère pour condamnés. Une fois à bord, le piège se referme, direction l'île de Jananda. Cet endroit est à la fois une prison et une société close, sans foi ni loi, gouvernée par un rituel sanglant, un tournoi de gladiateurs. Les criminels et exilés y règlent leurs différends par des combats à mort, et celui qui triomphe devient chef de l'île. Im, qui refuse de tuer, est forcé de participer à ces jeux. En effet, Piolan a été enfermé et sa liberté dépend désormais de sa victoire. C'est dans ce contexte qu'il fait vraiment la connaissance de Tonali, la fille qui l'a piégé. Elle vit sur l'île avec un petit groupe d'amis qu'elle considère comme sa famille. Maligne et débrouillarde, elle connaît chaque recoin de Jananda. Au fil du temps, une relation complexe se noue entre les deux. Im, meurtri par la perte de ses proches et réticent à l'idée de créer de nouveaux liens, voit d'abord Tonali comme une manipulatrice. Elle, consciente de l'espoir qu'il représente pour réformer l'île, cherche à le rallier à sa vision. Contrairement à lui, elle considère la violence comme parfois nécessaire pour survivre. Elle tente de lui inculquer cette logique, mais Im s'y refuse. Malgré son immortalité et son manque d'expérience, il reste déterminé à ne pas ôter la vie. Lors du tournoi, son refus de tuer suscite le mépris des habitants de Jananda, qui estiment qu'il bafoue la règle fondamentale de l'île. La situation bascule avec le retour de Ayase. La prêtresse qui avait orchestré le sacrifice de Marche et traqué Im refait surface. Toujours obsédée par lui, c'est elle qui s'est arrangée pour qu'il soit amené à Jananda. Son objectif n'a pas changé, elle veut faire de Im sa possession. Elle finit par l'affronter directement lors du tournoi. Grâce à un poison, elle parvient à le neutraliser et à remporter la victoire. Elle est alors proclamée chef de l'île. Une fois au pouvoir, Ayase révèle son obsession maladive. Son véritable but est de mettre toute l'île au service de Im, et donc d'elle-même. Elle révèle également qu'elle a assassiné Palona, accentuant la haine que l'immortel éprouve envers elle. Cependant, Tonali et sa bande refusent de l'abandonner. Malgré leur jeune âge, ils orchestrent un plan pour le libérer. Mais tout s'accélère lorsqu'une nouvelle attaque de frappeurs se produit. L'assaut plonge l'île dans le chaos. Presque tous les amis de Tonali succombent, devenant de nouvelles enveloppes pour Im. Après ces tragiques événements, il choisit de quitter l'île en compagnie de Piolan qu'il a enfin pu libérer. Tonali en revanche reste à Jananda. Elle a compris que sa place est ici, auprès de son peuple, pour réformer peu à peu ce lieu maudit et tenter de réaliser son rêve. Transformer ce lieu en un endroit où les enfants n'auront plus à vivre dans la peur. Ayase, quant à elle, est neutralisée. Refusant de l'exécuter, Im la condamne à dériver seule sur une barque, livrée à elle-même. Mais à son insu, un frappeur profite de sa faiblesse et s'infiltre dans son corps. Après tant de pertes et de trahisons, Im doute de plus en plus. Peut-il vraiment vivre auprès des humains, alors qu'il reste la cible désignée des frappeurs? Il prend conscience du poids terrible de sa condition. Il survit à tous, condamné à voir mourir les êtres qu'il aime. Pendant des années, il vit en retrait avec Piolan. Mais son état décline. Vieille et affaiblie, elle sent sa fin approcher. Plutôt que de mourir de manière ordinaire, elle choisit de confier son âme à l'observateur, celui qui a créé Im. Dans une dernière conversation, elle accepte son sort avec sérénité et exprime son espoir de se réincarner un jour à ses côtés. Cet événement plonge Im dans une solitude absolue. Il continue de vivre à l'écart de l'humanité, n'ayant plus pour seule compagnie que ses souvenirs et les formes de ceux qu'il a perdus. Pourtant, malgré sa douleur, il garde l'intuition qu'il devra reprendre un jour sa route. Après la perte de Piolan, Im s'exile pendant près de 40 ans sur une île déserte, loin de toute civilisation. Durant cette période, il s'éloigne peu à peu de l'humanité, se concentrant uniquement sur sa mission. L'observateur continue néanmoins de lui rappeler que le monde ne pourra être sauvé que s'il renouvelle un jour le lien avec les hommes. Cette routine est bouleversée lorsqu'un groupe de guerriers se présente à lui, les Gardiens. Ils se réclament héritiers d'Ayase, la prêtresse jadis obsédée par lui. Leur chef, Isame, est une fillette de 9 ans, trop jeune pour assumer une telle responsabilité. Comme son ancêtre, elle porte en elle une obsession troublante pour Im, et son bras gauche abrite un frappeur, vestige du tout premier ayant possédé Ayase. Im reste méfiant, mais leur venue coïncide avec l'attaque de villages voisins, l'obligeant à quitter son isolement et à renouer avec le monde des hommes.
En suivant la piste des frappeurs, Im et Isame tombent sur Tonali, devenue adulte. Elle est finalement atteinte par l'un d'eux et succombe peu après à ses blessures, rejoignant ainsi les réceptacles de Im. Bien des décennies plus tard, Im rencontre Kahaku, 6e successeur d'Ayase, un homme sincère et protecteur, mais porteur du même fardeau que ses prédécesseurs, un frappeur greffé dans son bras. Kahaku conduit Im au royaume d'Uralis, où ils font la connaissance d'un nouvel allié singulier, Bon Chien, un prince excentrique et fantasque, plus connu sous le diminutif de Bon. Depuis son enfance, Bon possède un don précieux. Il peut voir et parler aux esprits des morts. C'est d'ailleurs l'esprit de Tonali qui l'a guidé vers Im. Cherchant à devenir le prochain roi, Bon profite de l'influence de Im, largement reconnu par la population qui le considère comme un être supérieur. C'est durant leur voyage qu'il découvre que l'immortel, en plus de posséder des capacités hors normes, peut également redonner la vie aux morts sous certaines conditions. Mais il choisit de garder ce secret pour lui. Cette alliance attire finalement l'attention de l'église de Bennett, une institution toute puissante qui voit en Im une créature démoniaque. Bon est arrêté pour hérésie tandis que Im est capturé et enfermé dans un cube de métal fondu. Il parvient finalement à s'échapper, non sans avoir subi une torture effroyable, brûlé vif par le métal en fusion tout en tentant de régénérer son corps. Finalement, Bon est officiellement reconnu comme affilié à Im et condamné à la guillotine, mais ce dernier intervient. S'appuyant sur un stratagème trouvé dans le journal de Tonali, il endort la foule et substitue le corps de Bon par un double forgé de ses propres mains. Aux yeux du peuple, le prince est mort. En réalité, il survit, libéré de son statut royal, plus libre qu'il ne l'a jamais été. En parallèle, l'observateur découvre que les frappeurs sont en réalité des esprits. Pour eux, la mort représente une délivrance, libérant le corps de la souffrance et permettant à l'âme de retrouver sa liberté. Ils considèrent ainsi que tuer les humains est une manière de les sauver. Après une nouvelle attaque qui lui coûte plusieurs de ses formes, Im est sauvé par Piolan, réincarné en cheval immortel. Aux côtés de l'observateur, il apprend à élargir sa perception, développant la capacité de détecter les frappeurs à distance et d'utiliser l'environnement à son avantage. Plus tard, Kahaku informe Im que Renlil, la plus grande ville du continent, sera attaquée dans un an. Pour se préparer, Im s'isole dans une forêt et s'entraîne intensément, renforçant ses pouvoirs, étendant sa perception et affinant son contrôle de l'espace. Lors d'un passage en ville, il libère 2 enfants retenus captifs dans une baraque de foire. Ils appartiennent aux Doki, un peuple qui communique grâce à des jarres remplis d'argile. Malheureusement, le frère meurt en chemin tandis que la jeune fille, que Im nomme Fa, devient son nouveau compagnon. Parallèlement, Bon tente d'obtenir de la princesse Alma l'autorisation de protéger Renlil. Il réunit également 3 guerriers, Kai, Airo et Messar, pour épauler Im. Mais leur présence suscite une méfiance profonde chez ce dernier. L'idée de s'appuyer sur eux le laisse perplexe, d'autant plus que Bon prévoit de les rendre immortels, leur permettant, après leur mort, de rejoindre les rangs des réceptacles de Im. Pour gagner la confiance des habitants sans dévoiler sa véritable identité, il prend alors l'apparence du vieil alambic. Dans le plus grand secret, il reconstruit en une seule nuit un bâtiment détruit puis de nombreuses habitations qu'il connecte à son propre corps. Cet exploit impressionne autant la population que la princesse Alma. Une fois sa véritable nature révélée au grand jour, Im, contrairement à ses craintes, est pleinement accepté et reconnu comme un protecteur. Il obtient l'autorisation de reconstruire l'ensemble de la cité, château compris, renforçant ses murs à sa guise et préparant Renlil à l'assaut imminent des frappeurs. Le jour de l'attaque, les frappeurs lancent leur offensive, déchaînant un assaut brutal avec des armes de siège et coupant l'approvisionnement en eau, affaiblissant peu à peu la cité. Im, soutenu par ses alliés, combat sans relâche pour défendre chaque mur et chaque habitant, tandis que Fa, perché sur le toit du château, signale en temps réel l'arrivée des ennemis. Mais épuisé par la fatigue, Im s'effondre. Lorsqu'il reprend conscience, il découvre avec douleur que de nombreux compagnons ont péri, parmi eux les 3 guerriers recrutés par Bon. Pourtant, ces derniers, grâce à leur lien unique avec Im, ressuscitent et deviennent immortels. Ils peuvent dorénavant mourir et revenir à la vie indéfiniment, à la simple volonté de Im, qui les relocalise où il le souhaite dans sa zone de perception. Dans le même temps, la princesse Alma succombe à une infection causée par un frappeur. Messar insiste pour que Im tente de la ramener à la vie, mais celui-ci échoue, ce qui le pousse à s'interroger sur la véritable étendue de ses pouvoirs, longtemps dissimulés par Bon. Puis survient un bouleversement brutal. Kahaku, perdant le contrôle du frappeur greffé dans son bras, trahit ses alliés et s'en prend à Im lui-même, le laissant pour mort. Il se retrouve alors réduit à sa forme originelle, une sphère dépourvue de conscience et de souvenirs. Marsh, ressuscité auparavant sans le vouloir par Im, parvient à localiser ce dernier, et avec l'aide de Piolan, met en déroute Kahaku. Elle s'éloigne pour chercher du renfort jusqu'à trouver Bon et le conduire auprès de Im. Déterminé à le ramener en recréant sa conscience à partir de ses souvenirs, Bon se sacrifie en offrant son propre corps pour permettre la renaissance de l'immortel.
Grâce à cela, Im peut désormais interagir avec les esprits de ses anciens compagnons, découvrant avec émotion qu'ils n'ont jamais vraiment quitté ses côtés. Il les ressuscite un à un, révélant l'étendue de son pouvoir. Il peut ramener à la vie ceux dont l'esprit reste ancré sur Terre, avant qu'ils ne partent vers l'au-delà. Bonne, cependant, choisit de ne pas être ressuscité, affirmant que ses pouvoirs seront plus utiles entre les mains de Im. En parallèle, le frappeur qu'il avait réduit à l'état de sphère a quitté Kaaku pour s'installer dans le bras de Fa. Mais celui-ci réussit à récupérer l'entité avant de quitter définitivement le royaume, mettant fin à toute menace immédiate. La cité, désormais au calme, voit Im ressusciter tous ceux tombés durant le siège et dont l'esprit souhaite revenir à la vie. Mais à partir de ce moment, il choisit de ne plus ressusciter personne tant que le monde sera encore en proie au conflit et à la souffrance. Il laisse ainsi ses compagnons mener leur nouvelle vie et mourir naturellement, convaincu qu'une véritable paix devra être instaurée avant qu'ils ne puissent les ressusciter dans un monde pur et prospère, peut-être des siècles plus tard. Pour accomplir cette mission, Im s'isole et plonge dans un état de méditation profonde. Profitant de ce recueillement, il rend son corps à Bonne. Im étend alors sa conscience et son influence sur le monde afin de traquer et éliminer les derniers frappeurs. Il repose désormais dans un lieu sacré, un immense arbre devenu un tombeau vivant. En marge, Kaaku entreprend une quête de rédemption. Il décide de détruire l'église de Bennett qui, autrefois, avait traqué Im. Dans cet acte final, il se sacrifie avec le frappeur qui l'habitait, libérant ainsi toutes les formes volées auparavant. Ces événements marquent un tournant majeur. Im n'est plus un simple être immortel errant dans le monde, mais devient le cœur vivant d'une humanité qu'il a choisi de protéger. Ses racines s'étendent désormais partout, au point que les légendes les attribuent à Dieu lui-même, en tant que gardien et protecteur des hommes.